Bonjour. Je présente ce message en mon nom et au nom de toutes les personnes présentes à la fin de cette vidéo. La tenaille de la censure s'apprête à se refermer sur la toile et sur les médias de libre information. Elle ne s'est pas encore déployée dans toute sa virulence, mais les signaux sont déjà tous là. Cette envie de censure s'articule sur deux fronts distincts et bien précis. La première branche de la tenaille est la légitimation du soi-disant journalisme des professionnels, autrement dit l'information mainstream, unique source fiable pour obtenir des informations valides. La deuxième branche de la tenaille est la délégitimation égale mais contraire des voies de la libre information. Avant toute chose, mettons-nous d'accord sur l'utilisation des termes. Je parle de libre information, qui est un terme beaucoup plus large que contre-information, car en réalité, nous sommes libres. En pratique, nous vivons uniquement des abonnements et des donations, et nous ne devons rendre de compte à personne de ce que nous faisons, si ce n'est à notre public qui nous soutient. Les grandes télévisions, à l'inverse, ne sont pas libres, car pour vivre, elles ont besoin de sponsors publicitaires. Sans sponsors, elles meurent. Et si un certain thème ne plaît pas à un sponsor, il n'apparaît tout simplement pas à la télévision. Sur les télévisions nationales, vous ne verrez par exemple jamais de discussion approfondie et sérieuse sur la sûreté des vaccins, car parmi les principaux sponsors des télévisions se trouvent les compagnies pharmaceutiques, et cela ne plaît pas du tout aux compagnies pharmaceutiques de voir remise en cause la sûreté des vaccins. Voilà pourquoi chez Fazio, vous verrez toujours Burioni qui prêche à sens unique et vous ne verrez jamais face à lui de contradicteurs sérieux. Pas plus que vous ne verrez à la télévision de discussions sérieuses sur l'éventuelle nocivité de la 5G. Parce que les autres grands sponsors des télévisions sont justement les grandes multinationales de la téléphonie et ça ne leur plaît pas du tout de voir remise en cause la sûreté de leur technologie. Attention, je ne suis pas en train de dire que les vaccins ne sont pas sûrs ou que la 5G est à coup sûr nocive pour la santé. Je dis seulement que de vraies discussions approfondies avec un vrai contradicteur sur ces sujets-là, qui sont si importants pour notre santé, vous n'en verrez jamais à la télévision. Simplement parce que les télévisions ne sont pas libres. Elles sont contrôlées par des sponsors qui paient leurs salaires et leurs coûts de production. À l'inverse, nous sommes libres. Nous pouvons faire toutes les interviews que nous voulons. Nous pouvons organiser tous les débats que nous voulons. Et ça, évidemment, ça dérange beaucoup ceux qui voudraient avoir le contrôle total de l'information. Et maintenant que notre audience augmente considérablement, puisqu'à nous tous, nous comptons plusieurs millions de vues chaque mois, ils ont décidé de contre-attaquer. Voilà pour l'idée générale. Mais voyons maintenant de plus près les deux branches de cette manœuvre en tenaille qui voudraient tous nous éliminer. La première branche, comme je le disais, est celle de l'auto-légitimation. Nous, médias mainstream, sommes les seuls auxquels vous pouvez vous fier. Qui le dit? Nous, les médias mainstream, nous le disons nous-mêmes. Autoréférencement, évidemment. Regardez cette vidéo qui a été diffusée récemment par les chaînes de Mediaset. Oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà. Scegli gli editori responsabili. Choisis des éditeurs responsables. Choisis le sérieux. Voilà qui ils sont. Les éditeurs responsables, ce sont eux. La RAI, Mediaset, LA7 et tous les quotidiens les plus importants. Dommage que quand on creuse un peu, les premiers à raconter des fake news, c'est justement eux. Prenons quelques exemples. Un classique désormais passé à la postérité remonte à 2014. La ministre de la Santé, Mme Lorenzin, est invitée sur le plateau de Bruno Vespa et lance une véritable opération de terrorisme médiatique, décrivant une terrible épidémie de rougeole qui serait survenue à Londres l'année précédente. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini per un'epidemia di morbillo molto grave.
Par la suite, quelqu'un est allé vérifier sur le site du gouvernement anglais et a découvert que l'année précédente, c'est-à-dire en 2013, il y avait eu un seul mort de rougeole, un adulte d'ailleurs de 25 ans, qui est mort de complications pulmonaires. La rédaction de l'émission a été inondée d'emails de protestation. J'en ai moi-même écrit un, demandant la correction immédiate de la fake news. Mais il ne s'est rien passé. Aucune correction n'est arrivée du présentateur Bruno Vespa. Pourtant, le code déontologique du journalisme stipule clairement que le journaliste corrige sans retard les erreurs et inexactitudes. L'année suivante, Mme Lorenzin réitère le même mensonge dans l'émission Piazza Pulita de Corrado Formigli. Di morbillo si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra, lo scorso anno sono morti più di 200 bambini. Nouvelle vérification, mort de rougeole en Angleterre en 2014, l'année précédente donc, 0. Nouvelle avalanche de mails de protestation, dont les miens, avec des demandes répétées de correction, et de nouveau, aucune rectification de la part de Formigli. Pourtant, il n'y a pas que le code déontologique, il y a aussi le texte unique sur les devoirs du journaliste qui rappelle que les informations qui s'avèrent inexactes doivent être corrigées et les erreurs réparées. Mais rien, aucune correction. Le mensonge passe tranquillement sur les médias mainstream, il est répété et s'imprime dans l'esprit des téléspectateurs. Et ceux qui se sont rendus responsables de propagande ne la corrigent pas, tout en sachant pertinemment que c'est un fake. Ils le savent parce que nous les en avons informés. Autre exemple, Giovanna Botteri, envoyée spéciale à New York, déforme de manière flagrante les propos de Rex Tillerson, futur secrétaire d'État américain, afin de le faire passer pour un ami de Poutine qui excuserait en quelque sorte ses supposés crimes de guerre en Syrie. Supposé par Marco Rubio qui l'interviewe. Con la tensione alle stelle, al congresso il suo futuro segretario di Stato Rex Tillerson, che della Russia è notoriamente un amico, prende le distanze da Mosca, ma non da Putin. Alla domanda del repubblicano Rubio se lo considera un criminale di guerra, risponde no. J'étais très étonné de cette réponse de la part de Tillerson. Alors je suis allé chercher la version originale de l'échange avec Marco Rubio, et j'ai découvert que la réponse de Tillerson avait été complètement déformée par Giovanna Botteri. Tillerson n'a jamais déclaré « Non, pour moi, Poutine n'est pas un criminel de guerre, donc sous-entendu, j'excuse ses actions en Syrie ». Mais il a dit qu'il n'utiliserait jamais ce terme, qu'il s'agissait d'une accusation très grave, et qu'avant de porter une telle accusation, il aurait besoin de bien plus d'informations que celles disponibles. Regardez ce passage. Let me ask you this question. Is Vladimir Putin a war criminal? I would not use that term. Now, those are very, very serious charges to make, and I would want to have much more information before reaching a conclusion. Maintenant, c'est un fait extrêmement grave pour une journaliste de la RAI de déformer ainsi les propos du ministre américain des Affaires étrangères. Dans ce cas aussi, j'avais écrit à la rédaction du journal TV en demandant une rectification. Mais comme dans les autres cas, il n'y a eu aucune correction. Autre exemple, Enrico Mentana. D'abord, il déclare soutenir la position du CIFAP, les débunkers italiens, sur le 11 septembre, c'est-à-dire pratiquement la version officielle du gouvernement américain sur le 11 septembre. Et ensuite, il envoie sur les ondes 16 fake news de suite, les unes derrière les autres, racontées par Paolo Attivissimo, le tyran italien, dans une seule émission. Un record absolu, et je crois qu'il n'est pas prêt d'être battu dans l'histoire. J'ai fait une vidéo, celle-ci, où je démontre document à l'appui que toutes les affirmations d'Attivissimo sont fausses, de la première à la dernière, et je le signale à la rédaction de Mentana pour demander une correction. Nous l'attendons toujours. Évidemment, pour des journalistes comme Vespa, Formigli, Botteri ou Mentana, le code déontologique, c'est juste du papier d'emballage. Un autre exemple fameux, survenu en janvier dernier, toujours sur la 7. Andrea Purgatori présente une émission spéciale sur la mort du général Soleimani. Sur Twitter, il annonce en fanfare les images de l'attentat contre Soleimani. Écoutez avec quelle emphase dramatique Purgatori commente ces images. Sono immagini drammatiche, anche se in bianco e nero. Come vedete c'è un convoglio. Sentite le parole del pilota che sta manovrando il drone. Guardate come vengono colpiti uno ad uno tutti i convogli.
Ora ci saranno dei puntini bianchi, guardate sulla destra, sono uomini che cercano di scappare da questo attacco. Dommage que les images qu'ils diffusent soient celles d'un jeu vidéo. Non seulement ce ne sont pas les images de l'attentat contre Soleimani, mais ce ne sont même pas des images réelles. Pris sur le fait, non seulement Purgatori se refuse à corriger l'erreur, mais il en remet une couche. Titillé sur Twitter par Paolo Attivissimo lui-même, Purgatori répond « Bien sûr, c'est un vidéogame, je le savais, mais il représente techniquement une parfaite démonstration de la façon dont un drone frappe. » Dommage que lui-même, dans une émission, nous assure qu'il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Regardez. Vi faccio subito vedere una cosa, ed è una cosa che somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco. Et donc, que fait Purgatori? Il nous resserre un fake et dans le même temps, il nous assure que ce n'est pas un fake. Il nous ment en sachant qu'il est en train de mentir. Ceci est un cas tellement pervers que je ne pense pas qu'il soit même évoqué dans le fameux code déontologique des journalistes. Ce seraient donc les Bruno Vespa, Formigli, Botteri, Mentana, Purgatori, les vrais professionnels de l'information auxquels nous devrions nous fier les yeux fermés. Comme disait Antonio Razzi, je ne crois pas. Il y a évidemment d'excellents journalistes qui réussissent à bien faire leur travail malgré les contraintes que leur impose le système, et ils méritent toutes les louanges. Mais il y en a tant d'autres qui jouent au plus malin et qui mentent en sachant pertinemment qu'ils mentent dans le but de faire avancer leur agenda politique ou personnel. Comme en toute chose, il faut juger au cas par cas. On ne donne de carte blanche ni de blanc-seing à personne ici. C'est trop facile de dire « nous sommes l'information officielle, ayez confiance en nous ». Notre confiance, vous devez la gagner jour après jour, émission après émission, journal après journal. Voyons maintenant l'autre branche de la tenaille, l'attaque toujours plus sévère à la libre information. C'est une attaque qui tend clairement à la criminaliser, pour ensuite avoir une excuse pour lui fermer le clapet. Cet objectif est maintenant évidemment bien coordonné, et il arrive clairement d'en haut, puisqu'il provient de la sphère gouvernementale. Regardez, Martella, sous-secrétaire d'État auprès du Premier ministre, dit « Création d'une unité contre les fake news ». Naturellement, dans l'intervalle, en utilisant l'excuse du coronavirus, on s'arroge le droit de décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Et une fois le principe établi, il sera très facile de l'utiliser là où ça les arrange. On a même vu Purgatori en personne, il y a quelques jours, consacrer une émission entière, Atlantide, aux fake news, avec le titre « Fake Room », la fabrique des mensonges. En pratique, ceux-là même qui nous en arrosent abondamment sont ceux qui affirment vouloir les démasquer. Fantastique, non? Une véritable inversion des rôles dans la logique orwellienne classique. En tout cas, moi, face à un titre aussi prometteur que « La fabrique des fake news », je me suis confortablement assis dans mon fauteuil et j'ai regardé attentivement. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le vide le plus absolu. Purgatori a fait son habituel minestrone de choses qui n'ont rien à voir entre elles, mélangeant l'invasion des Martiens d'Orson Welles, l'histoire du faux alien de Roswell, les missions lunaires, la mort de Paul McCartney, l'enlèvement d'Aldo Moro, le 11 septembre, la fiole de Colin Powell, la fuite d'Hitler en Amérique du Sud, Elvis Presley vivant, il manquait juste la Terre plate et le menu était complet. Au passage, je remercie Purgatori d'avoir inséré un extrait d'une de mes vidéos, donnant ainsi un peu de visibilité à ma chaîne. Merci. Bien, après tout ce minestrone, me suis-je dit, voyons un peu ce que fera notre héros, vu que l'émission s'appelle « La fabrique des fake news ». Voyons un peu comment on fabrique ces fake news. En fait, rien. Après le minestrone, Purgatori a interviewé ce qui pour lui était un épidémiologiste. Enrico Bucci, epidemiologo della Temple University di Philadelphia, buonasera. Mais qui s'est révélé en réalité n'être pas du tout épidémiologiste. Regardez un peu la bévue. Per prima cosa io, visto che ci siamo, mi occupo di smontare subito una fake news prima che diventi importante. Io non sono un epidemiologo, io sono un biochimico e mi occupo di analisi di dati complessi in biomedicina. Pauvre Purgatori, il les collectionne les unes après les autres. Il ne sait même pas à qui il parle. De toute façon, gaffe mise à part, l'important est que dans l'émission, il n'a absolument pas traité l'argument fake news.
Après le biochimiste, Purgatori a interviewé un archéologue qui nous a expliqué que la donation de Constantin était un faux, comme si on avait besoin de lui pour le découvrir. Ensuite, il a interviewé un psychiatre qui nous a fait un portrait clinique précis du fabricant de fake news. Écoutez. Il fabricatore di fake news è uno che si mette lì alle 11 di sera e ne inventa una. Non so, se ne inventa uno con tutto il rispetto, magari fa un lavoro qualsiasi. Le fabricant de fake news, c'est un gars qui se met à 11h du soir et qui en invente une. Et après cette rigoureuse analyse scientifique approfondie, l'émission finit pratiquement là. En gros, d'abord la tentative désormais classique d'associer les idioties les plus disparates avec des thèmes plus sérieux, et ensuite le vide le plus absolu. Ceci n'est pas du journalisme, ceci est de l'impressionnisme médiatique. Un coup de pinceau et hop, on se retire. La tactique de l'illusion, de celui qui en réalité n'a rien à dire. Beaucoup plus féroce et beaucoup plus subtile, la tentative de Mentana d'attaquer la soi-disant sphère complotiste dans son ensemble. Dans sa revue online titrée Open, Mentana a publié un long article intitulé « Coronavirus, les origines du mouvement subversif, nouvelle résistance italienne, qui incite à violer la quarantaine ». L'article est signé de David Puente, un débunker de la nouvelle génération qui est devenu l'écuyer préféré de Mentana pour ce genre d'opération. Qu'ont-ils fait en substance avec cet article ? Étant dans l'impossibilité de nous attaquer directement, ils sont allés pêcher ce groupe Facebook appelé Nouvelle Résistance Italienne, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et ils ont dit « eux poussent les gens à sortir de chez eux et donc à enfreindre la loi. Allons voir un peu qui sont leurs sources, d'où ils prennent leurs informations. » Ils ont donc tenté de faire le parcours à l'envers, afin de nous associer à ce mouvement qu'ils qualifient de subversif. Les Américains ont une belle expression pour parler de ce mécanisme. Ils disent « guilty by association », coupable par association. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un directement, alors tu l'accuses en quelque sorte d'être lié à des personnes que tu définis toi-même comme subversives. Allons voir maintenant de plus près qui seraient ces personnes coupables d'appartenir à cette malsaine association de malfaiteurs. Pour mieux nous faire comprendre le message, David Puente a fait de surcroît recours à ce qu'il appelle la carte du crime. Un peu comme à la télévision, quand on te montre la carte des familles de mafieux dans les documents des forces de l'ordre. Et le premier en haut de la liste est évidemment Claudio Messora. Voyons de quoi il est coupable. BioBlue de Claudio Messora invite souvent des personnages controversés qui rapportent une information alternative au mainstream. Mon Dieu, ça c'est vraiment un péché mortel. Ça mérite le bûcher immédiat sans autre forme de procès. En réalité, la vraie faute de Messora a été d'inviter Stefano Montanari. Voyons le chef d'accusation de Montanari. Il a défini le coronavirus comme un faux virus qui se révèle inoffensif et le vaccin sera une arnaque colossale pour nous injecter n'importe quoi. Donc, Montanari n'a violé aucune loi. Il a simplement exprimé son opinion, avec laquelle d'ailleurs personne n'est obligé d'être d'accord. J'ai moi-même interviewé Montanari 3 jours plus tard, et devant moi, il a répété pratiquement les mêmes concepts. Je n'étais pas d'accord avec lui, je le lui ai dit clairement, mais je lui ai quand même permis de parler, car le but d'un débat est exactement cela, confronter des opinions différentes. Au lieu de cela, le Pacte pour la science de Burioni a même fait un exposé sur Montanari, et entre-temps, il en a profité pour appeler à la censure de BioBlue. Comme ça, en passant, pendant qu'on essaie de taire le message, donnons un bon coup de massue sur la tête du messager. Une autre personne coupable de crimes atroces est Giulietto Chiesa, de Pandora TV. Giulietto Chiesa accueille des personnages controversés et des théoriciens du complot. Mamma mia, c'est insensé ce que fait Giulietto Chiesa. Il accueille des personnages controversés. Au bûcher lui aussi. Puente, peut-être l'as-tu oublié, mais l'article 21 de la Constitution dit que chacun a le droit de manifester librement sa propre pensée par la parole, l'écrit ou tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut pas être sujette à autorisation ou à censure. Donc, s'il y a quelqu'un de subversif ici, c'est toi, Puente, dans le sens où c'est toi qui veux subvertir la Constitution en empêchant ces personnes de parler.
Allons voir maintenant quelles sont les fautes spécifiques attribuées par Puente aux personnes interviewées sur Pandora TV. Manlio Dinucci, qui écrit pour le journal Il Manifesto, a mis en cause l'exercice de l'OTAN connu comme Defender Europe 2020 et les soldats américains sans masque. Mais monsieur Dinucci, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en cause les soldats américains sans masque? Vous êtes devenu fou ou quoi? Vous ne savez pas que mettre en cause est expressément interdit par le code pénal? En réalité, qu'a fait Dinucci? Il a simplement cité une vidéo officielle du Pentagone dans laquelle on voit les soldats américains en train d'atterrir en Europe pour l'exercice de l'OTAN et de se saluer et de s'embrasser tranquillement sans masque. Quel est le péché de Dinucci? D'avoir commenté une vidéo officielle du Pentagone. C'est tout. Un autre criminel, interviewé par Pandora TV, est Maurizio Martucci, gérant du site oasisana.com et auteur sur le site Il Fatto Quotidiano. Il pose la théorie du rapport entre la 5G et le nouveau coronavirus. Mon Dieu, Martucci s'est permis de proposer une théorie. Quelle hérésie! Pensez un peu, nous ne savons pratiquement rien de la 5G parce que personne ne nous dit rien. On en sait encore moins sur le coronavirus, mais David Puente a déjà compris qu'il n'y avait aucune corrélation entre les deux choses. Et donc, il se permet de mettre à l'index qui le suggère. Mais même au temps de l'Inquisition, il ne travaillait pas comme ça. Au moins, les inquisiteurs avaient une base théorique. Et encore, Marcello Pamio, gérant du site disinformazione.it, est un défenseur de la médecine traditionnelle chinoise. Quelle horreur! La médecine traditionnelle chinoise. Ça fait 4000 ans qu'elle nous enseigne comment nous soigner de façon naturelle et holistique, mais on ne peut pas la défendre. Serait-ce parce qu'elle ne vend pas des produits de Big Pharma? Est-ce pour cela que la médecine chinoise ne plaît pas à Puente? Et encore, d'après Pamio, la peur abaisse les défenses immunitaires. Non, Puente, ce n'est pas d'après Pamio, c'est d'après tout le monde. Même les arbres le savent que la peur abaisse les défenses immunitaires. C'est même écrit par les agences de presse. Stress, peur et angoisse abaissent les défenses immunitaires. Mais cela, Pamio n'a pas le droit de le dire, parce que Don Rodrigo Puente de Torquemada a décidé qu'on ne peut pas. Francesco Oliviero, médecin inscrit à l'ordre qui suit la médecine traditionnelle chinoise et l'homéopathie, soutient que le virus ne se combat pas en restant à la maison. Vincenzo Danna, sénateur et président de l'ordre des biologistes, soutient que le Covid-19 est une sorte de grosse grippe et que c'est en fait une grande manœuvre politique. Encore une fois, Puente, ce sont des opinions. Il est écrit « soutien ». Elles sont donc discutables autant que tu veux. Mais elles sont parfaitement légitimes. Article 21 de la Constitution. Ce n'est pas si difficile à se rappeler. Et c'est encore un peu. Il y a aussi une petite place pour moi sur la carte du crime. Massimo Mazzucco, protagoniste de plusieurs vidéos de science-fiction complotiste, il est l'auteur de la vidéo qui accuse les Américains de l'épidémie de Covid-19. Puente, en ce qui concerne la science-fiction complotiste, je te signale que mon film 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor, est sorti il y a déjà 7 ans et qu'on attend toujours celui qui le débunkera. Jusqu'à présent, personne ne s'y est essayé et tes amis débunkers se tiennent à bonne distance. Mais si tu veux te confronter avec moi sur le 11 septembre, je suis à ta disposition. Comme ça, on verra qui de nous deux fait de la science-fiction. Et puis allez, Puente. Mazzucco, l'auteur de la vidéo qui accuse les Américains de l'épidémie de Covid-19. Moi, je n'ai jamais accusé personne, je ne suis pas si stupide. Dans ma fameuse vidéo « La chauve-souris », je mets simplement bout à bout les éléments en faveur de cette théorie, qui d'ailleurs a été suggérée par le gouvernement chinois lui-même. Mais je dis bien à la fin que je ne peux pas en être sûr. Écoute bien ce que je dis en conclusion de la vidéo. Ora, io non posso sostenere che sia questa per forza la spiegazione di tutto quello che sta succedendo. Io ho solo messo in fila una serie di elementi che portano ad una conclusione sensata. Se ce ne sono altre, cari giornalisti, ben vengano, fatevi avanti. Quindi vedi, Puente. Tu vois, Puente, tu racontes des mensonges dans ton article. Je n'ai jamais accusé personne. Tu déformes les phrases des autres et tu publies des fake news alors que tu dis vouloir les combattre. En résumé, nous avons ici un article tout entier basé sur le vide le plus absolu.
Où est-il tout ce complotisme subversif? Nulle part, il n'y a rien, juste des mots vides de sens, un souffle de vent. Comme je le disais, cet article est un peu comme un cadre impressionniste, comme du pointillisme. Vu de loin, il semble donner l'impression de quelque chose, et quand on se rapproche, on s'aperçoit que ce sont juste des points colorés. Tu vois de loin cette carte des présumés criminels, puis tu te rapproches, et tu t'aperçois que ce sont simplement des personnes normales qui essaient juste de faire leur travail le mieux possible et qui n'ont jamais enfreint la loi. Avec cependant une petite différence. Les cadres impressionnistes te laissent quand même dans l'air une sensation de légèreté et de joie esthétique, alors que ton article, cher Puente, laisse dans l'air une odeur pestilentielle. L'odeur de la diffamation, l'odeur du mauvais journalisme, l'odeur de la censure déguisée en fausse enquête sociale. À ce point, on pourrait se dire, ok, ce n'est pas grave, Puente est un mauvais journaliste, il y en a tellement d'autres, un de plus ou de moins, ça ne fait pas une grosse différence, n'est-ce pas? Et non, ce n'est pas si simple, car notre cher David Puente, l'auteur de ce torchon, est l'un des fers de lance de la task force gouvernementale contre les fake news. Vous avez compris à quel genre de personnes nous avons affaire? Ce sont ces personnes qui s'arrogent le droit de décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, et qui voudraient même le faire au niveau gouvernemental. En conclusion, nous sommes sur le point de sortir du tunnel du coronavirus, et on s'apprête à rentrer dans une période extrêmement difficile, je dirais même cruciale pour nos libertés. Une fois cette pandémie terminée, ils chercheront par tous les moyens à profiter de notre faiblesse, aussi bien mentale qu'économique, pour essayer de rendre permanentes certaines mesures qu'ils nous auront présentées comme temporaires, et surtout pour tenter d'en introduire de nouvelles. Ne soyez pas surpris si à l'automne, pour aller voir un match ou pour assister à un concert, il faudra au préalable avoir fait toute une série de vaccins obligatoires. Sinon, vous rentrerez gentiment chez vous, voir le match à la télévision ou écouter le concert sur un téléphone. Car c'est ça la première chose que les compagnies pharmaceutiques essaieront d'obtenir après toute cette histoire de coronavirus. Ils essaieront de faire admettre les vaccinations de masse jusqu'à les rendre obligatoires pour tous. Vous pensez que je suis paranoïaque? Regardez ça. Zingaretti, vaccin obligatoire dans le Lazio pour 2,5 millions de personnes. Nous sommes en train d'évaluer la possibilité dans le Lazio de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour tous les plus de 65 ans et pour tous ceux qui travaillent dans la santé et dans les catégories de métiers plus exposés et d'activités essentielles. Et donc, comme les activités essentielles, ce sont eux qui en décident, beaucoup de gens devront se faire vacciner s'ils veulent aller travailler. C'est à cela que veulent arriver les compagnies pharmaceutiques. Cette affaire de coronavirus est pour eux une occasion en or, quasi impossible à répéter. Et naturellement, ils utiliseront la télévision qu'ils financent abondamment pour nous marteler la cervelle de façon à arriver à tous nous vacciner, obligatoirement, pour n'importe quoi. Au mépris de la Constitution qui dit que personne ne peut être obligé à suivre un quelconque traitement sanitaire, sinon par décret de loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine. En fait, les limites, ils ne se gêneront pas pour les violer, grâce à nos peurs et à notre état de confusion. Vous verrez, avec l'excuse du coronavirus, combien de limites ils chercheront à violer. Ils chercheront par exemple à introduire le traçage électronique de nos mouvements à l'aide de notre téléphone, exactement comme ils l'ont fait en Chine avec les habitants de Wuhan. Chaque petit point rouge représente un cas. Et dans une société chinoise où chacun est surveillé par ses achats, ses déplacements ou la reconnaissance faciale, impossible de passer inaperçu. C'est là, je clique. La personne qu'ils ont trouvé malade, qu'il est allé où? Un magasin de fruits, un petit bistrot. Chez nous, ils n'oseront jamais faire une chose de ce genre, me direz-vous. Coronavirus, application en vue sur base volontaire et anonyme. Le travail de la Task Force, instituée pour étudier l'utilisation d'une application qui permet le traçage des contacts pour éviter la diffusion du coronavirus, en est aux étapes finales. Naturellement, pour l'instant, ils te disent que c'est sur la base du volontariat et de l'anonymat. Et après, qu'est-ce qui se passe si un jour tu découvres que parce que tu n'es pas tracé, tu ne peux pas monter dans le bus, aller à la bibliothèque ou entrer dans un supermarché?
Soit tu acceptes d'être tracé, soit tu restes à ranger ton frein à la maison et tu envoies ta cousine au supermarché. Donc, oui, c'est sur une base volontaire, mais il faut voir à quel chantage seront soumis ceux qui ne veulent pas l'accepter. N'oubliez pas qu'une chose est volontaire si chacun peut vraiment choisir de l'accepter ou pas, sans condition. Autrement, ça s'appelle du chantage. Le pire, c'est qu'avec des médias mainstream, ils chercheront à faire passer ce fichage quasi policier comme une merveilleuse opportunité. Regardez. Ferrari utilise une appli de traçage pour ses employés. Dans la troisième phase, dit l'article, chaque collaborateur aura l'opportunité de se servir d'une appli avec le traçage des contacts. C'est un support médical sanitaire pour la surveillance de la symptomatologie du virus. L'opportunité. Vous verrez qu'il faudra leur dire merci à la fin, à ces anges protecteurs qui veulent nous suivre partout où l'on va. Naturellement, le plan est né de la collaboration avec une équipe de virologues, parmi lesquels le professeur Roberto Burioni, notre bienfaiteur universel. Mais ce n'est pas tout. Bientôt, avec l'excuse du coronavirus, ils trouveront le moyen de rentrer chez vous et d'emmener qui ils veulent. De nouveau, vous pensez que je suis paranoïaque et complotiste. Cet homme s'appelle Michael Ryan, directeur exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Écoutez bien ce qu'il a dit le 31 mars dernier lors d'une conférence de presse. Transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle. Ce n'est pas le concierge de l'immeuble. Donc, avec l'excuse du virus, ils veulent pouvoir entrer chez vous et prendre vos frères, vos parents ou vos enfants de manière sûre et digne, s'ils le jugent nécessaire. Ensuite, bonne chance chez le juge pour essayer de les récupérer. Naturellement, pour arriver à tout ceci, ils doivent auparavant faire taire au plus vite la libre information. Autrement, ils prennent le risque qu'il y ait trop de gens qui protestent et qui se posent des questions. Et ça ne va pas. Et soyons clairs, il ne s'agit pas seulement du front sanitaire. Après le coronavirus, profitant de la confusion, il y aura une tentative de redessiner de fond en comble la carte du pouvoir, naturellement en faveur de l'élite et aux dépens des simples citoyens. Sur tous les fronts. Ils installeront la 5G partout, sans aucun débat approfondi sur sa dangerosité et sans aucune garantie scientifique sur son innocuité. Et à nouveau, ils utiliseront les télévisions où ils inviteront leurs experts pour nous raconter qu'il n'y a aucun danger et que la 5G est une manne car elle aide les médecins à mieux communiquer entre eux. Comme si les médecins avaient des difficultés pour communiquer, qu'ils utilisaient les signaux de fumée pour se parler et attendaient avec impatience qu'arrive la 5G pour communiquer. Ils nous enseveliront sous des centaines et des centaines de milliards de dettes, arrivées d'on ne sait où, avec je ne sais quelles conditions, et ils utiliseront les télévisions pour nous dire que tout va bien, qu'on devrait être content de tout cet argent qui nous est prêté. Sauf qu'il faudra travailler pendant les 50 prochaines années pour les rembourser, avec des intérêts plutôt salés, évidemment. C'est cela la dictature qui nous attend dans un proche avenir. La dictature de l'information qui nous envoie un message unifié et ne tolère aucun contradicteur. Dans une démocratie, une voie alternative à l'information mainstream est absolument indispensable. Les opinions différentes sont le cœur même du progrès social. Sans cela, la démocratie meurt et c'est la dictature de la pensée unique qui s'installe. Nous ne serons plus réduits en esclavage physiquement comme autrefois, avec les chaînes aux pieds, mais nous le serons au niveau mental avec les chaînes dans le cerveau. Ce qui est pire, car celui qui contrôle les pensées de quelqu'un contrôle aussi beaucoup plus facilement ses actions. Donc, si nous sommes réduits au silence, nous ne serons plus en mesure de vous défendre et de nous opposer à la réduction de vos libertés. C'est donc fondamental, aujourd'hui, de faire savoir que nous sommes nombreux et que nous sommes unis. Nous devons envoyer un message fort et clair, disant que nous sommes unis et solidaires, et que nous ne sommes pas prêts à nous faire passer la muselière par personne.
C'est pourquoi nous vous demandons de faire circuler cette vidéo partout où c'est possible. Sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, partout où vous réussissez à le faire. Essayez partout et ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas exploité tous les contacts possibles dans votre agenda personnel. Sinon, bientôt, nous serons tous obligés de nous agenouiller sans broncher devant le ministère de la Vérité. Bonjour, je suis Silvano Trotta, dirigeant d'entreprise, lanceur d'alerte, chercheur de vérité et je soutiens l'appel de Massimo Mazzucco. Sono Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore, approvo questo messaggio. Marco Tosatti, giornalista, approvo questo messaggio. Sono Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore, documentarista inviato di guerra. Aderisco al 100% all'appello nel video di Massimo Mazzucco. Sono Tiziana Alterio, giornalista e scrittrice e approvo questo messaggio. Sono Ivan Catalano, ex deputato della Camera dei Deputati italiana e sono d'accordo con i video di Massimo Mazzucco. Sono Fabio Frabetti, giornalista, direttore di Border Knights e approvo questo messaggio. Mi chiamo Raimondo Pische, sono un medico chirurgo e approvo questo messaggio. Sono Alessandra Devetag, avvocato del Foro di Trieste e approvo questo messaggio. Sono Maurizio Blondei, giornalista e sono d'accordo con l'appello di Mazzucco. Sono il dottor Stefano Scoglio, ricercatore scientifico, candidato al Premio Nobel della Medicina 2018 e approvo questo messaggio. Sono Margherita Furlan, vice direttrice di Pandora TV e approvo questo messaggio. Sono Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio e approvo questo messaggio. Sono Patrizia Cecconi, scrittrice. Collaboro con alcune testate giornalistiche online. Approvo questo messaggio. Sono Ugo Mattei, avvocato e professore universitario, giurista, approvo questo video. Mi chiamo Marco Pizzuti, sono un saggista d'inchiesta e approvo questo messaggio. Sono Corrado Malanga, faccio il chimico, sono uno scrittore e sono d'accordo con te, caro Mazzucco. Sono Maglio Dinucci, giornalista e analista geopolitico. Approvo questo messaggio. Sono Gustavo Alberto Palumbo, architetto, artista visivo, blogger. Sono d'accordo con questo messaggio. Mi chiamo Marcello Pamio, sono uno scrittore, responsabile del sito disinformazione.it e approvo in pieno questo messaggio. Sono Martino Chiorboli, psicologo e formatore e sono d'accordo con questo messaggio. Sono Franco Fracassi, giornalista e scrittore e approvo questo messaggio. Leopoldo Salmaso, specialista in malattie infettive e sanità pubblica e pubblicista. Approvo in pieno questo messaggio. Sono Gaia Pasi, docente e curatore di arte contemporanea e sono completamente d'accordo con questo video. Sono Francesco Celani, fisico, ricercatore multidisciplinare, 2 volte candidato al Nobel per la pace. Approvo il contenuto del messaggio del giornalista Mazzucco. Sono Gabriele Sannino, sono uno scrittore e un giornalista. Viva la Costituzione, viva l'articolo 21, viva la democrazia. Naturalmente approvo questo messaggio. Sono Adriano Colafrancesco, blogger e scrittore. Ho ascoltato il tuo appello, lo condivido pienamente e per questo mi riservo di darne la più ampia diffusione su tutti i miei contatti. Sono Gintoschi Marazzani Visconti, sono pubblicista e ho scritto dei libri. Condivido pienamente questo video. Sono Enrica Perucchietti, giornalista e scrittrice e approvo questo messaggio. Sono Ugo Giannangeli, avvocato, approvo questo messaggio. Sono Roberto Germano, autore di saggi, fisico e imprenditore ed approvo questo messaggio. Sono Mauro Scardovelli, giurista e psicoterapeuta. Ovviamente approvo questo messaggio perché stanno introducendo la censura in Italia, che è vietatissima dall'articolo 21 della Costituzione. La censura infatti è tipica delle dittature, propria delle dittature, quindi indica la fine della democrazia. Sono Tom Bosco, direttore responsabile della rivista bimestrale Nexus New Times e approvo con tutto il cuore questo messaggio. Sono Lara Innocenzi, docente di italiano e scrittrice e sono d'accordo con il messaggio. Sono Roberto Quaglie, scrittore e ricercatore e approvo questo messaggio. Sono Giuseppe Turrisi,
di Accademia della Libertà. A nome di tutto il gruppo condividiamo l'appello di questo video. Aderisco volentieri alla giusta iniziativa di Massimo Mazzucco e propongo dal canto mio una task force uguale e contraria a quella istituita dalla RAI per contrastare le fake news, tra virgolette, del sistema. Sono Claudio Messora di bioblu.com e sottoscrivo in pieno l'appello di Massimo Mazzucco, uomo misurato, uomo saggio, uomo socratico, è il Socrate dell'informazione indipendente. Lo sottoscrivo soprattutto nella parte in cui ribadisce l'importanza dell'informazione libera e indipendente in una democrazia, perché non è più il momento, dato l'accerchiamento in atto, di essere tenui, di essere cauti. È il momento di uscire allo scoperto e gridare forte che siamo liberi. Lo dice l'articolo 21, lo dice la Costituzione, e liberi vogliamo restare.